Déjà merci à l'association Terra, que tout à l'heure avec la petite introduction, là, j'ai pas pu le dire. Et puis donc ce soir, s'il y avait Héphaïstos en introduction, après le thème de la conférence, ça va être de parler des rites de passage, de trois choses. Dans le titre, il y a je sais même plus dans quel ordre d'ailleurs, il y a rite de passage, Occident et chamanisme. Alors je suis pas conférencier, je suis pas anthropologue, donc c'est pas pour en prendre un et le décortiquer. Et moi ce qui m'intéresse, c'est la rencontre des trois. Voilà. Et si j'ai voulu qu'en introduction il y ait ça, il y ait Héphaïstos, c'est déjà pour pas que ce soit une conférence. Moi je suis plus habitué à faire des ateliers, des stages, à pratiquer, à partager quelque chose et à sentir quelque chose. Et ce que je vous proposais, avant d'en parler, parce que c'est tout de suite mental, c'est qu'on parte avec ça, avec le ressenti. Agréable, pas agréable, joli, pas joli, je m'en fous quoi. Mais on a ça en commun, on a vécu ce truc-là. Et puis si je propose de passer par la porte d'entrée du ressenti, c'est que c'est aussi une des portes importantes en chamanisme, c'est-à-dire qu'on va aller vers notre propre ressenti. On est, nous, souvent dans une culture où on nous apprend. C'est les livres qui savent, c'est l'école qui sait, les journaux, la télé, ils nous expliquent. Et du coup, on n'est pas forcément tous très attentifs à ce qu'on ressent vraiment. Et là, la proposition, c'est de dire, voilà, j'ai ressenti ça, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai ressenti moi. Moi, je ne viendrai pas vous dire, vous avez mal ressenti, vous avez ressenti ça, donc c'était juste. Et puis, pour moi, c'est aussi en lien avec quelque chose qui est commun à trois endroits qui m'intéressent. C'est aussi la porte d'entrée de l'art contemporain, où il n'y a plus forcément ce que veut dire l'artiste. Je ne vous prends pas par la main pour vous dire c'est ça le message que j'ai à vous donner. On sait que maintenant, le spectateur, avec son vécu, avec ce qu'il est, avec sa culture, il va faire la deuxième moitié du parcours, quoi, avec ce qu'il est. Donc il y a cette rencontre qui existe dans l'art, dans la danse, dans la danse contemporaine, qui existe dans le chamanisme, et puis qui existe aussi en physique quantique, ça m'intéresse, on y reviendra 2-3 fois, ça existe aussi dans la science, et j'aime bien cette idée-là que c'est l'observateur qui crée la réalité de ce qu'il voit. Ça existe dans ces trois lieux. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais commencer par ça. Un petit mot quand même sur Héphaïstos. Pourquoi il est là? Il est là parce que donc Héphaïstos, il s'appelle aussi Vulcain chez les Romains, donc ce dieu forgeron, mais c'est un peu toute la question, c'est un dieu, mais c'est pas vraiment un dieu. Donc il y a une grande question de savoir est-ce qu'il est à sa place, est-ce qu'il n'est pas à sa place, est-ce que sa femme, la Aphrodite, se moque un peu de lui, tout, les autres dieux aussi, donc j'en ai un peu mal à l'aise, comme moi quand je suis arrivé face à vous, quoi. Il est mal à l'aise, il n'a pas sa place jusqu'à un moment. Et un moment c'est clair, c'est quand il est dans sa forge. Là il n'y a plus de question, c'est lui qui forge les foudres de Zeus, il sait faire, il est à sa place. Et les rites de passage, dont je vais parler un petit peu au fur et à mesure, eh ben, il parle de ça, de trouver sa place et comment trouver sa place. Voilà. Alors peut-être que je reviendrai au fur et à mesure sur 2-3 passages qui sont ma lecture à moi, mais c'est pas important. Ce que vous avez ressenti m'intéresse plus. Alors trois thèmes. Je vais commencer par l'Occident, les Occidentaux, ça sera fait. Ça va aller vite, il y en a beaucoup ici, donc on va connaître sous les apparences. Vous devez connaître au moins aussi bien que moi. Et c'est juste pour dire que quand je parle des Occidentaux, c'est pour dire, même si après je parle de chamanisme et de choses comme ça, moi j'en parle avec ce que je suis. Je le vis avec ce que je suis. Je suis ni anthropologue, mais je suis pas non plus, je suis pas né au fin fond du Brésil ou dans une tribu Lakota. Donc, soit le chamanisme c'est dans les musées, ou soit ça vient parler à qui on est vraiment, nous autres occidentaux, citadins, 21e siècle. Voilà. S'il y a une piste à trouver, pour nous, il faut qu'elle soit avec ce qu'on est. Donc ma proposition aujourd'hui, c'est vraiment y aller avec ce qu'on est, pas en jouant aux Indiens, pas en se déguisant, pas en jouant aux Indiens. Je suis obligé de, pour pas trop me perdre, je les garde sous les yeux. Et puis, une autre question qui, par rapport aux Occidentaux, c'est la question donc des rites. C'est un mot, rite, rituel, c'est désuet, c'est démodé, c'est un autre temps, quoi. Ça ne peut pas nous parler. Ou alors c'est de l'exotisme. Là ça peut en intéresser certains, ce que font les Papous, ce que font d'autres tribus à l'autre bout du monde, mais ça devient de l'exotisme, quoi. Par contre, chez nous, rite rituel, ça rime souvent avec contrainte,
avec choses du temps passé qui ont perdu tout intérêt. Ah, pardon. J'ai dit les bouchons, c'est Les bouchons. C'est un rituel? Oui, peut-être. Bah, je sais pas. Le rite des départs en vacances. Ouais. Et justement, c'est cette idée qu'il y en a certains qui n'existent plus trop, qui sont en train de disparaître. Et puis, bizarrement, il y en a d'autres qui apparaissent. Moi, maintenant que je suis un petit peu attentif à ça, j'en vois partout. Et j'en vois partout qui n'ont pas forcément ce nom-là. Je pense quelque chose qui est revenu très fort, c'est Halloween. Ça n'existait pas chez nous. Ça vient de façon complètement détournée avec le marketing, tout ça. Mais le marketing prend sur un terreau préexistant, sur un besoin, sur une envie. À Lyon, moi je suis à Lyon, le truc qui réapparaît, c'est les enterrements de vie enterrements de vie de garçons. Ça apparaît très fort. Et de filles maintenant. Avant, je ne connaissais pas. Maintenant, et de filles. Donc ça apparaît très fort. Il y a des choses comme ça. Alors ben, voilà, je me mets ça juste dans un coin en me disant, tiens, d'un côté, il y en a qui sont désuets, donc plus personne ne veut entendre parler, et puis de l'autre côté, ça réapparaît autrement, les crémaillers aussi, qui se font beaucoup en ce moment, les mariages, voilà, ça fluctue, mais il y en a. Et alors, moi, qu'est-ce que c'est un rite? Alors, j'ai pas de définition à vous donner, mais j'ai juste repéré, moi, il y a un bonhomme que j'aime bien, qui s'appelle Pascal Lardelier, que j'aime bien. J'ai retenu une chose de lui que j'aime bien. Sans expliquer ce que c'est, lui dit, eh ben, moi j'ai repéré 7 critères, et si quand vous rencontrez quelque chose, s'il y a 3-4 critères qui émergent de ça, allez, on peut appeler ça un rite. Ces 7 critères, le premier critère pour lui, c'est quelque chose de formel, de normatif, de formel. Alors ça rejoint tout de suite pour nous le côté contraignant. C'est quelque chose vraiment officiel, cérémonie d'un naufrage, bon, ça on n'aime pas. Mais dans un coin, on peut se noter, quand il y a quelque chose de très formel, comme ça, c'est peut-être que ça va du côté des rites. Le deuxième point, ce qui relève, c'est quelque chose de spectaculaire. En ça, on parlait tout à l'heure du mariage. Il y a quelque chose, c'est une grande fête, ça dure 6 mois, on prépare, on invite 200 invités et tout. Il y a quelque chose, on en fait beaucoup comme ça, le défilé du 14 juillet, les avions qui passent, tout. On en fait trop, quoi. Mais ça fait partie du principe. Ça a peut-être son utilité. Voilà. Deuxième critère, on en fait trop, c'est spectaculaire. Troisième critère, c'est hautement symbolique. On en fait trop, et on en fait trop, c'est comme au théâtre. Toujours sur le mariage, la robe blanche virginale, à notre époque, je ne sais pas quel sens ça a, mais ça fait rien, c'est symbolique, c'est symbolique. On continue à garder la robe blanche virginale. L'autre côté, c'est au niveau de la justice, pareil, il y a des grandes robes, des grands habits, à chaque fois, voilà. Il y a quelque chose de spectaculaire, et puis de symbolique. Et là, on arrive au quatrième critère, ça a beau être symbolique, ça agit dans la vraie vie, ça a des conséquences dans la vraie vie. Devant monsieur le curé, devant monsieur le maire, oui. Ok, c'est embarqué, ça change quelque chose dans ma vie. Avec le juge, 10 ans. Ok, c'est symbolique, il est en robe, il donne un coup, mais ça va vraiment changer la vie du détenu. Donc il y a ce rapport entre symbolique et réel qui est à relever. Alors je sais plus, c'est 5e, 6e, il y a quelque chose qui concerne le corps qui devient lent, qui change de rythme. Et le corps se met en scène. Le corps se met en scène et il change de rythme. Il y avait les habits, j'ai évoqué. Qu'est-ce que j'ai comme exemple, vite? J'ai pas d'exemple, je les ai pas notés. De quoi? Le mariage. Le mariage, oui, bien sûr. On avance dans la grande avenue. Voilà, il y a quelque chose. Dès qu'on voit quelqu'un change de rythme, et du coup, le langage non verbal prend une autre importance. Je peux mettre l'anneau, enfin que je trouve les autres exemples que le mariage. Mais il y a quelque chose comme ça, les gestes sont plus lents et les gestes acquièrent plus d'importance, peut-être que le langage symbolique passe mieux par là, que les mots. Et même s'il y a des mots, ils sont très codés, ils sont répétés, avec un ton particulier, tout le monde se tait, voilà. Même là, on est au théâtre, j'étais au fond, j'arrive, ça s'est tue tout seul, voilà. On arrive dans un autre temps. Et puis, 6e point, le rite, il exerce une médiation. Il y a les protagonistes, il y a celui qui se fait initier, il y a le groupe qui les reçoit, et puis il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous lie, qui est de l'ordre de, alors suivant les rites, les valeurs, le groupe des anciens, les esprits, Dieu. Voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse, avec lequel il y a une relation. Et le dernier point, il y a un rapport au temps particulier dans le rite, toujours. Donc il y a déjà le fait que ça se ralentisse, mais il y a aussi le fait que souvent, certains rites ont lieu une seule fois. Pas souvent, le mariage, le baptême,
qu'est-ce qu'il y a? C'est pas souvent, en tout cas pour la même personne. Et puis même s'il arrive plusieurs fois, si on prend d'autres choses, le défilé du 14 juillet, les Jeux Olympiques, même si ça arrive souvent, c'est un rythme, c'est tous les ans, c'est tous les 4 ans. Et donc ça vient marquer quelque chose, ça vient marquer notre rapport au temps. Et du coup je me rappelle les Noëls de mon enfance. Il y en a un que j'aime bien qui est particulier, c'est le Ramadan, parce que bien sûr il a un rythme comme les autres tous les ans, mais comme il est calé sur l'année lunaire, il se décale de 20 jours après. Et du coup, non seulement il y a le rythme de ce que je vis tous les ans, mais il y a aussi à peu près tous les 30 ans, je ne sais pas le chiffre exact, mais à peu près tous les 30 ans, il revient à la même période. Ça veut dire que quand j'ai 15 ans, j'ai fait mon Ramadan pour la première fois, c'était en été. C'était dur en été, je me souviens, on ne mange pas du lever du soleil au coucher du soleil, c'était dur. Après, c'était plus facile parce que c'était en hiver, donc le temps de jeûne était plus court. Puis d'un seul coup, j'ai plus 15 ans, j'ai 45 ans. Et c'est à nouveau en été. Puis peut-être que si tout va bien, je le ferai une 3e fois dans ma vie en été. Donc il y a ce rapport au temps. Et alors dans nos sociétés, le rapport au temps, c'est aussi le rapport au vieillissement, à la mort, des choses qu'on n'aime pas trop. Donc, en dehors du fait que c'est contraignant, le rite, il y a peut-être aussi l'idée, c'est on ne veut pas trop voir. Voilà, on écarte un petit peu. Donc, des petites choses pour se dire, quand il y a quelque chose qui apparaît, c'est peut-être un rite, même s'il n'est pas nommé comme ça dans notre société. Mais si on a des choses comme ça, on peut le nommer, on peut repérer, nous, que c'est un rite. Alors, à quoi ça sert un rite? Moi, pour simplifier, j'ai mis 2 catégories. Je vous propose ce soir 2 catégories. Il y a 2 utilités. Il y a une utilité peut-être pour la société et une utilité pour l'individu. Pour la société, j'aime bien prendre un exemple tout simple, c'est comment ça s'appelle, les bonnes manières, des choses comme ça, qui sont très ritualisées. Je traverse une porte, après vous madame, non je n'en ferai rien, tout ça, il y a quelque chose qui est très codé. Et avec, au départ, un sens, quand je serre la main à quelqu'un, je lui demande simplement que je n'ai pas d'arme dans ma main, je vais vers lui de façon non agressive. Et il y a cette idée-là dans la plupart des rites, la question de non agressif, de pacifier les relations. C'est-à-dire, je ne suis plus dans quelque chose de, j'allais dire sauvage, mais le mot sauvage, il a plein de sens. Bon, sauvage pour notre société, dans le chamanisme, il a peut-être un autre sens. Voilà, c'est plus dans la loi de la jungle, c'est plus le plus fort qui va gagner, c'est plus le plus fort qui va passer le premier dans la porte, c'est, voilà, moi je suis quelqu'un de civilisé. Donc les rites permettent une émergence de la civilisation et de permettre de, après vous madame, ouais, je ne suis pas armé. Et on dit aussi quelquefois que le rite contient la violence. Moi j'aime bien ce mot-là parce qu'on peut le prendre dans les 2 sens. Il contient, il empêche une certaine violence d'émerger parce que c'est codifié. Donc dans ce lieu-là, je ne peux pas me le permettre. Dans le bus, s'il y en a qui font du bruit, non, ça se fait pas. Ils prennent trop de place dans le bus. Ces 3 jeunes là qui crient, qui ont leur musique à fond. Donc on n'accepte pas cette chose-là qui vient nous faire violence. Donc les rites, les codes vont permettre d'empêcher cette violence-là. En même temps, on sait bien que certains rites de passage dont on peut avoir l'image sont eux-mêmes très violents. Voilà. Ça, moi, je fais un lien, j'en parle un petit peu plus tard, avec tout ce qui se passe, surtout au niveau de l'adolescence, parce que c'est un moment particulier avec les rites. Et puis l'absence de rites dans notre société qui fait que certains adolescents vont eux-mêmes chercher ces choses-là, ces limites, cette violence. Je pense à des choses comme Jacasse, je ne sais pas si vous connaissez, des jeunes qui se filment en vidéo en faisant les pires conneries, mais toujours à la limite, en se faisant mal, en plongeant dans la rivière, en allant en contresens sur l'autoroute et en mangeant des piments. Voilà. Il y a ce rapport à je me fais mal, je montre aux autres que je suis fort. Et dans la société, s'il y a des rites, ça permet, entre autres choses, de pacifier les relations. Ça permet aussi d'imprimer des normes et donc de transmettre la connaissance, les connaissances de la société. Et donc, quand un groupe initie quelqu'un, transmet quelque chose, lui fait un rite de passage, ça lui permet, voilà, on lui fait le cadeau de tout ce qu'on a à donner. Nous, dans notre société, il y a l'école qui joue un peu ce rôle-là, bien sûr, avec la question à nouveau que ça se fait en tellement longtemps, c'est tellement dilué, mais elle joue aussi ce rôle-là. Et elle n'est pas exempte non plus de rites, quand on voit les remises de diplômes, les passages d'examen, les oraux, tout ça. Ça pourrait peut-être se faire autrement, mais ça fait partie de la cérémonie, l'affichage des résultats, c'est un grand moment, tout le monde devant, tout. On ne peut pas le changer comme ça. Et puis, la deuxième partie, c'est pour l'individu. Voilà, la personne qui elle-même se fait initier. Alors, elle, ça lui permet surtout de changer de statut. C'est très facile à voir avec l'adolescence et le passage à l'âge adulte, en tout cas l'enfant à l'âge adulte, parce que l'adolescence, il n'y en a pas dans cette société.
Et ça permet donc une nouvelle naissance, et cette fois-ci qui est une naissance sociale, au groupe, pour être reconnu dans un groupe. Voilà, on me donne les clés de ce groupe, on me donne les codes, et je suis accepté dans ce groupe, avec ce passage. Mais c'est vrai aussi dans le pot, quand on accueille quelqu'un dans une entreprise, ou, voilà, il y a plein d'autres lieux où il peut y avoir des passages qui existent ou qui n'existent pas. Voilà, dans notre société, on a fait comme ils n'existaient pas, et pourtant ils réapparaissent d'eux-mêmes de plein de façons. Ce que ça permet aussi pour l'individu, je reviens encore sur ce premier passage, moi qui me paraît vraiment important pour les garçons en tout cas, le passage donc de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Chez nous ça dure 15 ans. Au bout de 15 ans, l'adolescent, je ne sais pas comment l'appeler, eh ben, il passe encore ses nuits à jouer à la console, donc on dit que c'est pas un adolescent, on dit que c'est pas un adulte, on dit que c'est un adolescent, c'est un nouveau mot qu'on invente. On ne sait plus comment cette période-là dure. Ailleurs, ça se fait en une nuit. Voilà. Et ce passage qui est d'autant plus important, qui se fait difficilement chez nous, mais il me paraît important parce que c'est également le lieu où non seulement on passe à l'âge adulte, mais c'est le lieu où peut-être, pour les hommes, on apprend à passer. On apprend ce que c'est qu'un passage. On apprend ce que c'est que d'abandonner l'ancien, sans savoir, je lâche une main, mais j'ai encore pas attrapé quelque chose dans l'autre main, quoi. Et si ce passage-là se fait en confiance, s'il se passe bien, après les autres passages peuvent être plus faciles. Si ce passage-là se fait difficilement, les autres passages aussi vont être plus difficiles. Voilà, une petite parenthèse encore, toujours sur l'adolescence et dans notre société aussi, une différence avec les sociétés traditionnelles peut-être, on a une société qui va essayer, et à première vue je trouve ça très chouette, d'adapter l'apprentissage à chaque enfant. Parce que l'enfant est plus important, et l'enfant aura, c'est important, et donc bah, lui il a des difficultés comme ça, on va le mettre dans une école spécialisée, lui on va... Et il y a une volonté d'adapter qui est sûrement très chouette. Et puis au final l'objectif c'est quand même qu'une fois qu'il est adapté, on puisse le faire rentrer dans la société. C'est adapter notre façon d'enseigner ou de transmettre à chaque enfant pour pouvoir le faire rentrer dans notre société. Dans les sociétés traditionnelles qui fonctionnent un petit peu différemment, j'ai l'impression que l'apprentissage est un peu plus le même pour tout le monde. On ne va pas tant s'embêter à l'adapter. Mais par contre, la place qui est donnée laisse plus de place à ce qu'est l'être vraiment. Dans certaines sociétés, chez les Lakota par exemple, il y a un type de chaman particulier, les Eyoka, les clowns sacrés, les contraires, qui eux vont faire tout à l'envers. Et c'est accepté, et ils s'habillent en femme, et c'est accepté. Dans notre société, ce qui s'habille en femme, c'est pas trop accepté. Là, il a un rôle. Et puis le dieu du village aussi, il a un rôle. Et puis, voilà, chacun peut avoir un rôle. Et nous, non, attends, j'ai fait tous les efforts, on t'a donné des cours particuliers, tout, et maintenant, tu n'es pas capable de prendre ta place dans la société. Voilà, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il y a un effort qui est fait pour adapter la formation, mais en échange, il y a quelque chose qui est demandé, c'est que la personne s'adapte à la société, et non pas la société laisse une place à ce qu'est la personne. Après, voilà, c'était peut-être un peu à quoi ça sert le rite. Et notre question, la troisième question, c'est comment se font les passages. Là, je reprends, il y a quelqu'un qui a très bien parlé de tout ça, c'est Von Gennep. Il a repéré 3 phases. Pour moi, elles étaient dans la petite dange, c'est comme ça que je l'ai construit, peut-être que vous l'avez senti. C'est une première phase qui est la phase de séparation. Ça veut dire, ce qui était n'est plus. C'est plus possible. Je suis plus un enfant, ou je peux plus vivre chez mes parents, ou j'en ai marre ça fait 10 ans que je bosse dans cette boîte, j'en peux plus, ou cette maison est trop petite. Il y a quelque chose qui va plus. Il y a quelque chose qui va plus. Et il n'y a encore pas le nouveau. Et quand on aide à quelqu'un à faire un rite de passage, cette chose est exaspérée. Cette incapacité à continuer, on l'exaspère. Dans les pays Balkans, là-bas, quand quelqu'un vient demander la main d'une jeune fille, le père il sort, c'est pas la fille qui sort, c'est le père qui sort avec le fusil en disant « Jamais tu auras ma fille, c'est hors de question ». À nouveau, c'est théâtral, et il sort avec le fusil, c'est hors de question. On exaspère, c'est impossible. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est une phase de liminalité. Alors la liminalité, qu'est-ce que c'est? C'est un non-lieu, un non-temps, c'est la chrysalide. C'est plus la chenille, mais c'est pas encore le papillon. C'est le cocon. Il y a quelque chose qui s'est fait. Et c'est un endroit de tous les possibles, c'est l'endroit de la transformation, mais c'est un endroit où le temps n'est pas le même. C'est un endroit où c'est caché, comme dans la chrysalide. On sait pas ce qui s'y passe. C'est très intime ce qui s'y passe. Donc ça se passe la nuit. Ça se passe en dehors du village. On prend les jeunes, on les emmène dans la forêt. On ne sait pas combien de temps ils partent. Mais voilà, il y a un rapport au temps aussi qui est différent. Le rapport au temps dans le monde normal,
C'est du début à la fin, le temps il s'écoule du début à la fin. Dans le monde liminal, il n'y a pas vraiment de rapport au temps. Voilà, entre la fin et le début, c'est plutôt infini que vraiment le temps qui passe. Et puis le troisième temps, qui est le temps de la régrégation, c'est la façon dont il est réabsorbé. Le rite c'est fait, ça veut dire, ça y est, c'est fini, c'est plus un enfant, ça y est, j'ai déménagé, ça y est, je suis dans... Et on le marque, et on le marque aux autres. Et là, ce qui est très important, ce qui est un petit peu oublié dans notre société, ce qui est très important, c'est qu'il faut que la société, dans son ensemble, soit capable d'accueillir. Toujours à l'adolescence, quand les enfants partent dans la forêt, 3 jours, 1 mois, une nuit, quand ils reviennent après, eh ben, il faut que les gens qui les accueillent, c'est pas l'enfant qui l'accueille. Ça y est, c'est 3 hommes. C'est 3 hommes de plus qu'il y a. Et dans un groupe où il y a 10 hommes avant, et d'un seul coup ils sont à 13, il faut que le groupe de 10, il soit capable de faire le deuil de ce qu'il était avant. C'est fini les bonnes soirées là, parce qu'il y en a 3 autres, ça va déséquilibrer tout ça. Donc, il faut qu'ils soient capables de les accueillir comme des vrais hommes. Et moi, ça me ramène à plein de questions sur notre société encore, où on dit, mais qu'est-ce qu'ils font, ces adolescents, ils sont encore chez leurs parents à 27 ans, là. Puis d'un autre côté, bah ouais, mais quelle place on leur donne au niveau du travail, là, il n'y a pas beaucoup de patrons, je sais pas quoi, qui se poussent pour laisser la place à d'autres, je sais pas, c'est compliqué quand même de laisser sa place et de dire, la société ne sera plus la même, on accueille d'un seul coup dans un village, dans une ville, dans un pays, plein de jeunes. Même question avec les populations immigrées. Ah ben, ils ne s'intègrent pas. Ouais, ils ne s'intègrent pas. Il faut qu'eux fassent l'effort. Eux, ils vont faire la phase de séparation de ce qu'ils étaient avant. Ils ont fait. Ça n'a pas été facile. La période liminale, elle peut être très longue. Le voyage, 10 ans clandestin dans les caves, elle peut être longue. Puis après, comment on est capable de les accueillir en disant ah, mon pays, ma ville, la France, ne sera plus la même. Ils seront là. Il y aura quelque chose de différent. Quelle place on est capable de leur laisser. Donc c'est la troisième phase, la phase de régrégation. Ça, c'était pour expliquer un peu les généralités sur les rites de passage. Et puis, dans le titre de cette conférence, il y avait un troisième mot qui est le mot chamanisme, qui n'est pas forcément en lien avec les rites de passage. Il y a plein d'autres chamanismes sans le rite de passage et des rites de passage sans le chamanisme. Donc, une troisième chose. Pas trop connu chez nous, pourtant, moi, des chamans, j'en ai toujours rencontré que en France, presque. Et puis... alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, moi, je ne vais pas parler de chamanisme, encore une fois, de ce qui se passe à 5000 km, ni de ce qui se faisait il y a 500 ans, ou à Lascaux, je ne sais pas quoi, ça, je ne sais pas. Mais, voilà, il y a un mot qui apparaît en ce moment, qui est néo-chamanisme, qui est très mal vu par les anthropologues, parce que ce n'est pas du vrai chamanisme, c'est vrai. Et en même temps, le chamanisme, ben, il a cette capacité, moi, je le relie à une première chose, c'est pragmatisme. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas la question des croyances, la seule question, c'est pragmatisme. Est-ce que ça marche? Quand on voit les Inuits qui ont un chamanisme, eux, c'est tellement... Les conditions de vie sont tellement dures qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un folklore avec des choses compliquées, à faire plein de choses. Si ça fait 5 jours qu'on n'a rien pêché, qu'il n'y a rien à la chasse, et que le chaman, on va le voir, et qu'on lui dit, bon, tu nous fais quelque chose, et que le clan passe une demi-journée, une journée à faire quelque chose, ben, il y a intérêt à avoir du poisson, il y a intérêt à avoir manger le lendemain. Parce qu'il ne nous fait pas trop folle, tout là. Après, on vire, quoi. On passe à autre chose, on n'a pas le temps, on a faim. Donc, soit ça marche, soit on abandonne. Et cette chance-là que le chamanisme, ce pragmatisme, a fait qu'il s'adapte. C'est pour ça que c'est toujours drôle pour moi de parler avec des anthropologues ou aller voir des musées de chamanisme, tu vois, parce qu'on nous montre effectivement, voilà, comment c'était il y a 200 ans, c'était le vrai chamanisme, commençait à 500 km, c'est vrai. Moi, les chamans que j'ai rencontrés, ils sont habillés, bon, mieux que moi, mais ils sont habillés à l'occidental. La première fois que Archie est venu en France, à la Sud-Dakota, non, aux Pays-Bas, il paraît que quand il est arrivé, on lui a dit, mais vous n'avez pas de plumes? Puis il leur a dit, vous n'avez pas de sabots? Et donc, il s'adapte. Le feu, bah, fini, on prend un briquet, c'est bien, ça marche bien, les briquets. Et voilà, la seule question, c'est ce qui fonctionne, à utiliser. C'est une première chose. Et donc, voilà, néo-chamanisme. Et par contre, bon, il y a quand même des choses qui sont récurrentes. Un premier mot qui est forcément présent, c'est le mot de nature. Moi, pas de bol, je vis à Lyon, centre-ville. Voilà, je me déplace en métro, tout. Donc, à première vue, nature, pas trop. Sauf que le mot nature, bon, ici, c'est dur de dire ça. Quand je raconte ça à Lyon, ça passe mieux. Mais le mot nature, c'est pas forcément que les belles forêts des Vosges et tout ça. Oui, là c'est sûr, il est présent. Mais quand je vais dans un parc, j'ai toujours le doute. Est-ce que c'est la nature, un parc? Comment c'est géré par l'homme? Est-ce que c'est vraiment la nature? Quand je cultive mon petit carré de poireaux, est-ce que c'est la nature? Je suis tellement présent, bien sûr, c'est la nature qui fait pousser et tout, mais moi, je rajoute des trucs et tout. Alors, petit à petit, moi, j'utilise un autre mot. Quand je parle de nature,
je parle d'autre chose. Je fais juste la différence entre ce que l'homme croit. Bon, j'arrive pas à quel mot. Aidez-moi. Ce qu'il croit contrôler, ce que l'homme croit contrôler d'un côté, alors on va dire que ça c'est la civilisation, ça concerne l'homme, et puis il y a le reste, le sauvage, ce que j'arrive pas à prévoir, l'imprévu, qui est de l'ordre de la nature. Ça peut être des catastrophes naturelles, mais ça peut être d'autres choses. Moi la nature, je le vois très bien dans tout ce que le côté gauche du cerveau n'aime pas trop, c'est-à-dire ce qui va être rationnel, le féminin, la création, l'artistique, la folie, l'enfance, tout ce qui est spontané comme ça, tout ce qui est là il sait pas trop gérer. Ben, moi je mets la nature là-dedans. Et du moment que je la mets là-dedans, c'est très chouette parce que je la vois partout, je la vois en ville partout. Et c'est voilà, c'est tout ce qui peut arriver de façon spontanée. Et je crois qu'on peut se reconnecter à la nature comme ça, même en ville. Il y a des signes, il y a plein de choses. Voilà. C'est une première chose. Donc oui, il y a un rapport à la nature, mais ça marche même en ville. Après, la deuxième chose qui est récurrente, c'est cette nature, ben, elle est partout et surtout, elle est vivante. C'est quelque chose que nous, on ne voit pas trop, qu'on a un peu oublié, les Occidentaux. Elle est partout, elle est vivante et on peut être en lien avec elle. Alors on se rapproche tout de suite de la question des différents règnes. Ce que des animaux le savent bien, quand on a un chien, oui, il est vivant, je peux entrer en relation avec lui, puis je peux établir une relation. Comme avec quelqu'un. C'est pas pareil, je parle pas, mais ce que des animaux le savent. Il y a ça. Ben, cette chose-là, on peut aussi le faire. On peut aussi le faire avec les végétaux, avec les plantes, avec les minéraux, avec un lieu. Avec tous les différents règnes, on peut entrer en relation. Et puis, alors après, on peut rentrer en relation avec quelque chose de particulier qui est ce qui concerne le monde des esprits et de l'invisible. Alors là, ça pose une petite question. Ça dépend des lieux. Il y a des endroits où on n'aime pas parler comme ça. Au XXIe siècle, parler d'esprit et d'invisible. Sauf que moi, par exemple, j'ai 3 enfants et vers 6-7 ans, il y a un moment, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Père Noël. Ils n'écoutent pas. C'est compliqué ce qui se passe avec le Père Noël vers 6-7 ans. Et moi, à mes enfants, je leur ai raconté que j'y croyais encore. Et je n'aurais pas menti. Je n'aurais pas menti. Bien sûr, je ne crois pas à un petit bonhomme tout rouge, mais j'ai remarqué quand même quelque chose. J'ai remarqué que les familles se réunissaient à ce moment-là. Les familles qui allaient bien ou qui allaient pas bien, ils faisaient tous un petit effort. Allez, on va voir l'oncle machin. Et puis même certaines guerres s'arrêtaient, une petite trêve, une journée. Puis on mangeait tous ensemble, on partageait un repas. Puis on essayait de rendre les enfants heureux, tout ça. Il y avait quelque chose de bizarre qui se passait ce jour-là, qu'on appelle l'esprit de Noël ce jour-là. Alors ça marche bien. C'est pas facile à expliquer à un enfant de 5 ans. Alors on lui dit que c'est un gros bonhomme tout rouge qui amène des cadeaux, ça simplifie. Quand il grandit, on peut l'expliquer différemment. Et pour nous, c'est pareil. Quand on va parler d'esprit, c'est pas forcément Casper, le gentil fantôme, tout blanc et un drap blanc, mais du moment qu'il y a quelque chose d'un peu plus subtil, avec lequel, qui est vivant, qui est différent de moi, avec lequel je peux entrer en relation, avec lequel je peux communiquer, avec lequel je peux échanger, quelle que soit la forme, voilà. Dans d'autres traditions, on appelle ça esprit. Et là c'est moins compliqué à comprendre. Puis il y a le rapport aussi avec l'invisible. L'invisible, pourtant, on nous a bien dit, les scientifiques nous ont dit, là, moi je ne connais pas bien, il y a plein de molécules, je le sais, je le crois, on me l'a expliqué, je le crois, pourtant je ne le vois pas. Et ça, pourtant, je suis capable de le croire. Et puis à côté, je vois des gens qui travaillent leur sens, les nez, là, les gens qui reconnaissent un vin, juste comme ça, ils savent de quelle année, quel coteau, tout ça. Ils ont développé leur sens beaucoup plus que moi. Et je me dis juste que si je n'ai pas forcément les bons sens, si je ne les ai pas adaptés, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut juste dire que je n'ai pas les bons sens, que pour moi, ce n'est pas visible. Et bizarrement, si je me cale là-dessus, si je m'entraîne, comme un muscle, comme du sport, petit à petit, je vais commencer à voir, à sentir, à percevoir. Donc, c'est pour dire, mon invisible esprit, oui, c'est présent dans le chamanisme, mais c'est peut-être pas aussi caricatural que ce qu'on croit. Et c'est pour ça que ça a peut-être encore du sens pour nous autres occidentaux. Et puis bon, il y a une catégorie que j'ai oubliée quand même, c'est les humains. J'ai parlé des différents règnes, mais j'ai oublié les humains. Et il y a quelque chose de particulier dans le chamanisme. Moi, ceux que j'ai rencontrés, ils ont souvent quelque chose de particulier par rapport aux autres humains. Peut-être parce qu'ils ont vécu des choses un peu fortes, mais ils ont, tout comme ils peuvent être attentifs aux fleurs, tout comme ils peuvent être attentifs aux animaux, mais ils ont un rapport particulier avec les autres humains. Ils sont un petit peu au service. C'est pas les seuls, loin de là.
Quand je parle de néo-chamanisme tout à l'heure, dans nos sociétés, il y avait les Celtes, il y avait les druides, il y avait les routeux, les sorcières qu'on brûlait, celles qui guérissaient avec les onguents, celles qui connaissaient les plantes, il y en a plein d'autres et qui ont qu'une attention particulière, qu'on aime bien aller voir. Et ça m'amène à un autre point qui est le rapport aux soins, à la maladie, aux soins. C'est compliqué chez nous parce que, par exemple, je connais un chaman du Gabon, le pauvre, il vient de passer 40 jours en prison pour exercice illégal de la médecine. Et quand on l'a mis en prison, son voisin avait mal au genou, il faisait toujours à l'infirmerie, bon, lui a fait je sais pas quoi, il avait plus mal au genou. Quand on vient le chercher pour l'amener à l'infirmerie, son voisin lui dit « Non, non, c'est plus la peine, il m'a guéri. » Puis l'autre, il disait « Tais-toi, je suis en prison à cause de l'exercice illégal de la médecine. » Pas tout ce que je t'ai dit. Donc c'est interdit. Et pour plein de bonnes raisons, parce que forcément, il y a des charlatans, donc c'est bien, il faut protéger, mais pourtant, il y a d'autres façons de soigner. Alors, d'autres façons de soigner. Il y a d'autres liens entre le corps, entre l'esprit, entre les émotions, entre tout ça. Voilà. Notre soin, c'est très bien faire des actes chirurgicaux, c'est génial. Je me suis fait opérer de l'appendicite il n'y a pas longtemps. Merci, c'est génial, ça existe. Mais d'autres choses, c'est vraiment pas faire. Et il y en a d'autres qui savent faire. La médecine chinoise, ils sont super bons sur les méridiens, donc, chacun sa place. Du côté du chamanisme, il y a des choses qu'ils savent bien faire, avec les plantes, ils savent très bien faire, avec tout ce qui se passe dans la conscience, le rapport esprit, corps, émotion, ils savent bien faire ça. Et alors comment ils font? Comment ils font? Ils utilisent, ça tombe bien, souvent, pas toujours, mais ils utilisent des rites, des cérémonies. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense à une en particulier, au hasard, la cérémonie des Lakota, que d'autres font maintenant, l'inipi, la huile de sudation. C'est un sauna, pardon, chauffé, voilà, c'est ça. Un bon sauna bien chaud dans la nature, avec des pierres chaudes, avec plein de choses. Et puis, comme un sauna, mais il se passe d'autres choses, parce que ça se fait en 4 étapes, traditionnellement. Alors ça va nettoyer le corps, oui, ça va nettoyer le corps, ça fait du bien le sauna. Ça enlève les impuretés, ça élimine les toxines. Mais ils vont le faire aussi au niveau du mental. Ça va me permettre de me vider ça. Surtout nous autres, les occidentaux, si je peux en enlever un petit peu de là-dedans, ça fait du bien. Et puis ça va me purger, me nettoyer aussi au niveau des émotions. Et puis ça va me nettoyer, purifier aussi. La 4e porte, je ne sais jamais comment l'appeler, on va dire au niveau spirituel. Voilà. Un exemple de rituel où justement on mélange à la fois rituel, soin, et puis d'autres choses, l'état modifié de conscience, j'y viens. Ce que je veux dire encore sur j'en suis les rituels. Les rituels, j'avais envie de faire une petite parenthèse avec. Moi, j'aime bien faire aussi le lien avec la science parce que je suis un occidental et j'ai du mal à croire comme ça. Et souvent, il faut que je rassure un petit peu mon cerveau avec des théories. Si la science elle dit quelque chose et que c'est pas trop en opposition avec ce que je vis, ça m'arrange. Ça calme mon mental, ça calme mes inquiétudes et du coup, je peux y aller. Et bizarrement, j'ai remarqué aussi que les gens qui se disent rationnels et qui ne peuvent pas croire à tout ça, les gens vraiment très rationnels, ils n'ont de rationnel. Ce dont ils nous parlent, c'est une vision du monde qui correspond à peu près à Newton. Mais ils se sont arrêtés là au niveau de la science. Sauf que manque de bol, la science, elle ne dit plus du tout ça. Elle dit qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Que la vision qu'on avait de la science avec les choses dures, la pesanteur, le temps qui font ce qu'il fait, c'est tout faux. C'est tout faux. C'est une vision de l'esprit. C'est la même chose que je vois le soleil. On a mis longtemps à croire, voilà, le soleil tournait. Maintenant, j'ai beau savoir que c'est moi qui tourne, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Pourtant, mes sens me trompent. Eh ben, concernant le temps qui défile, concernant la matière, concernant tout ça, mes sens me trompent aussi. Et donc la plupart des gens qui se disent rationnels et qui ne peuvent pas croire à tout ça, font référence à une science complètement dépassée. Il y a quelqu'un qui s'appelle par exemple Rupak Sheldra, qui est à la pointe de la science maintenant, et qui lui va parler des champs morphogéniques. Et lui, il a une petite idée comme ça que l'univers, ça serait pas si simple qu'on croit, ce ne serait pas que des règles comme ça serait surtout une sorte de mémoire. Avant même les lois, avant même tout ça, il y aurait une sorte de mémoire. Et ce qui advient dans cette mémoire va creuser un sillon, comme dans de la glaise. Et plus ce sillon va être important, plus ce sillon va être creusé, plus ça va faire un canyon, et plus les choses vont pouvoir s'y engouffrer. Et d'où toute la force. Alors en ça, il rejoint d'autres choses, il rejoint plein de traditions, comme les archives akashiques, plein de choses comme ça. Mais en ça, il donne peut-être aussi une explication sur la force d'un rituel. Quand il y a un rituel, comme dans le Witi, qui remonte à
l'outil, c'est ce chamanisme du Gabon. On ne sait pas. Les Pygmées ont transmis ça, mais c'était présent avant l'ancienne Égypte. Ça a au moins 5000 ans, peut-être 10 000 ans. Et quand on pense à ce sillon qui a été créé, à la force que ça peut donner, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, sur les rites et sur la force de la répétition. Après, on a quelque chose de compliqué. Nous aussi, pour nous, c'est les symboles. Quand on fait une hutte, à l'est, c'est facile, c'est jaune. C'est jaune à l'est. C'est jaune, c'est le masculin à l'est. Et un manque de bol, ça c'est chez les Lakota. Et puis après, on va voir les Ojibwés. Ah ben non, l'est, c'est pas le masculin, c'est l'enfance. Ils sont à 500 km. Alors c'est compliqué. Alors ils ont tout faux, forcément, puisqu'ils disent pas tous la même chose. Alors après, on va commencer à me dire, non mais c'est un symbole. Donc nous, on aime bien les symboles, on a appris ça, Donc c'est bien de savoir que c'est des symboles et les utiliser comme tels. Et quand je fais quelque chose, je ne suis pas dupe, c'est un symbole. Mais en même temps, nous, on a un peu on va trop loin dans ce sens-là, nous autres occidentaux. J'ai vu plein de gens, après, ils me parlaient du symbole du feu, tout ça. Puis au bout d'un moment, je dis, attends, symbole du feu, prends la main, tu passes au-dessus du feu. C'est pas qu'un symbole. C'est des énergies, c'est des forces, c'est pas qu'un symbole. Il faut qu'on fasse aussi attention, dès qu'on parle de rite, oui, ça agit de façon psychologique, oui, l'effet placebo, oui, mais pas seulement. Il y a des vraies énergies qui sont en jeu, il y a des vraies forces de transformation, il y a des vraies forces qu'on rencontre. Il n'y a pas que le symbole. Et alors, que permettent tous ces rites que font les chamans et d'autres? Ça permet surtout la transformation. Et ça, c'est important, la transformation. Dans les rites de passage et dans le chamanisme, c'est facile, c'est une initiation. Il y a un nom sans rime. Quand on est initié, on est différent. On change même de nom. Mais ça existe chez nous aussi. Quand le pape il est élu, hop, il change de nom. Il y a plein de lieux. Quand on arrive quelque part, on change de nom. On a un nouveau nom. Pour cette nouvelle naissance, on a un nouveau nom. Et cette transformation, ça me fait aussi penser à la quête du Graal, ou chez nous, ça existe aussi. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et moi, toujours pareil, pour m'aider, en pauvre occidental que je suis, avec ma vision, avec le mental qui prend rapidement le dessus, je me dis, mais c'est compliqué de me transformer, quoi. Moi, je suis comme ça, je suis un lève-tard, comment je peux me transformer? Alors, il y a des choses qui m'aident. Simplement, si je me dis, la science, elle me dit maintenant que je suis composé d'un certain nombre de milliards de cellules. Je ne connais pas le nom, mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que je suis en moi. Il y a un nombre encore plus important, un certain milliard de cellules qui ne sont pas moi. Il y a des bactéries, il y a des microbes. Et ces choses-là sont plus nombreuses que ce que je crois être moi. Alors déjà, ça me met à coup quand je dis je ne sais plus trop de quoi je parle. Quoi. Déjà, même d'un point de vue scientifique, quand je dis bon, je parle de quoi? Je tiens compte des bactéries là, qui ont leur propre vie ou pas, sachant qu'elles sont plus nombreuses que mes propres cellules à moi. Et puis même dans chacune de mes cellules à moi, elles sont constituées d'atomes. Là, c'est bon, ça me rassure, c'est du physique. Un manque de bol, eux aussi, sont renouvelés à un rythme inimaginable. Mes cellules sont renouvelées, et les atomes constituant mes cellules, même les cellules qui ne sont pas renouvelées, les cellules nerveuses, je crois qui ne se renouvellent pas, même elles, les atomes sont constamment renouvelés. Donc ce que je croyais être il y a 5 ans, ce que j'étais il y a 5 ans, aujourd'hui, il n'y a pas un atome qui est le même. Et ça me pose question sur de quelle continuité je me réclame. Comment je peux imaginer que je suis incapable de me transformer s'il n'y a même pas un atome qui est encore le même qu'il y a 5 ans? Et cette chose-là me donne une grande liberté pour la transformation, pour penser que je peux me transformer. Et pour me transformer, alors il y a des outils aussi dans le chamanisme qui sont intéressants, c'est d'aller du côté de mes limites, d'aller du côté, et même d'aller un petit peu plus loin que mes limites. Parce que justement, ma limite, c'est ce que je crois. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais plus loin? Quand je vais de l'autre côté de ma limite, qu'est-ce qui se passe? Et là, de ce coup, ma palette des possibles, elle s'ouvre un petit peu et je me découvre plein de potentiel. Voilà, c'est des outils qu'on peut utiliser en chamanisme. Et c'est pour ça qu'on va aller du côté de la fatigue, du jeûne, tout ça. Parce que d'un seul coup, je suis un peu différent, il y a des fissures qui se passent en moi. Mon habitude, ce que je faisais depuis 10 ans, d'un seul coup, je suis tellement fatigué, là, il y a quelque chose d'autre qui était là, qui était présent, à qui j'avais jamais laissé la parole, qui va pouvoir émerger. Donc il y a d'autres gens vont parler, Castaneda par exemple, il va parler de stopper le monde. C'est un moment, on va être dans une situation, Gurdjieff aussi, il en parle, un moment, je suis dans quelque chose, et mon moment d'habituel, paf, je stoppe. Un moment où on l'a tous eu, je crois voir quelque chose, et tout de suite après, ah non, oui, c'est bon, j'ai remis mon mode de pensée habituel, et là j'ai repéré ce que c'était, c'est fini. Mais au moment où je le perçois, je crois voir quelque chose, cet instant de surprise, si je stoppe le monde, ben, je peux laisser quelque chose d'autre émerger, avant de l'avoir refermé, étiqueté comme je le connais. Si j'ai la capacité d'arrêter mon rythme de pensée, il y a autre chose qui peut émerger.
Et ça va bien faire ça, le chamanisme. Alors ça ramène tout de suite à la notion de réalité. La notion de réalité, on prend un sacré coup en chamanisme parce que il n'y a pas de réalité, elle est forcément subjective. En tout cas, elle n'est pas perceptible avec mes petits sens à moi, humain. Comme elle me dépasse, comme elle est tellement grande, je ne peux avoir qu'une réalité subjective. Et pour ça, on fait un lien avec ce qui se passe au moment de l'apprentissage, de l'enfance. Apprentissage, on ne peut pas dire dressage, certains utilisent le mot dressage, mais ce n'est pas forcément péjoratif. Ça veut dire, c'est ce qu'on dit tous avec les enfants, c'est important. On va valider en permanence des choses qu'ils voient et des choses qu'ils... On dit ça c'est bien, ou là non tu rêves. Et au fur et à mesure, on va restreindre son champ de vision, mais ce n'est pas que le sens de la vision, on va restreindre son champ de possible, de perception. Et c'est important, parce que s'il n'y a pas cette chose-là, il n'aura pas sa place dans ce monde-là, il ne pourra pas communiquer avec les autres, je ne sais pas, les autistes peut-être, qu'il y a des questions comme ça. Et donc c'est très important pour pouvoir être en société, pour pouvoir être les autres, à un moment qu'on se cale tous sur la même longueur d'onde, c'est important. Mais du coup, on se coupe de tellement d'autres longueurs d'onde qui ont été dévalorisées, qu'on n'a pas acceptées, quoi. Toujours Mandis, Chaman Gabon, lui racontait que quand on allume la radio, il ne faut pas s'étonner de recevoir des stations. Voilà. Et donc, avec certains travails, on dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'écoute un petit peu à côté? Parce que je reçois autre chose. Castaneda lui a parlé de ça différemment. Il va dire, je modifie mon pas d'assemblage. Mais... Claude de Grise aussi, on a qui lisent Claude de Grise ici dans la salle, je sais. Mais il parle de quelque chose, il fait ce lien entre notre perception et la réalité, avec un premier, il dit peut-être qu'on peut percevoir à peu près que 10%, je ne sais pas d'où il le sort, mais admettons là, ce soir qu'on ne perçoit que 10% de la réalité parce que je ne vois pas les infrarouges, les ultraviolets, je ne perçois pas les ultrasons, il y a plein de choses avec mes sens qui fait que je perçois que peut-être 10% de la réalité. C'est déjà pas mal. Mais après, il y a un deuxième filtre, après ce premier filtre, c'est le filtre qu'on appelle l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est que peut-être que pendant que je vous parle, vous n'avez pas entendu les enfants qui parlaient. Pourtant, ils parlaient, ou le ruisseau. Et quand on est dans un cocktail, c'est de là que vient l'expression l'effet cocktail, on peut se fixer sur une conversation et pas entendre l'autre, et pas entendre l'orchestre. Et d'un seul coup, je peux choisir d'en écouter une autre, tout ça. Et c'est quelque chose qui, naturellement, se fait. On peut le faire consciemment, mais même il y a un filtre inconscient qui lui-même est beaucoup plus fort. Ce qui fait que quand il va y avoir un tremblement de terre, sans nul doute, on perçoit les mêmes signes à peu près que les animaux, sauf qu'eux, ils se barrent. Nous, on ne l'a pas laissé monter à la conscience, et donc on meurt écrasé, puisqu'on n'a pas accepté les signes qu'on avait dit qui nous disaient de nous barrer. Donc il dit qu'il y a un deuxième filtre, l'effet cocktail, 10% à nouveau, à peu près. Peut-être dans ce qu'on a perçu, les 10% qu'on a perçus, il y a un deuxième filtre de 10%. Donc on reçoit que 10% de 10%, ça fait déjà plus que 1% à la réalité. Et à ce moment-là, entre en jeu un troisième filtre, qui est le filtre de la mémoire et de l'image mentale. Ça veut dire que quand je suis dehors et que je vois passer un oiseau, je me suis dit, ah mais je connais bien, ça c'est un rouge-gorge. Et hop, instantanément, l'image mentale du rouge-gorge apparaît, avec tout ce que j'ai aperçu, tout ce qu'on m'a appris sur le rouge-gorge. Et c'est fini, je ne le regarde pas lui. Je regarde l'image mentale du rouge-gorge que j'ai dans ma tête. Et à nouveau, voilà, un troisième filtre, ce qui fait que je ne le regarde pas lui. Et donc, voilà, même si les chiffres ne sont pas exacts, c'est pas très grave, mais 10% de 10% de 10%, on n'est plus qu'à 0,1%. Donc, ce qu'on appelle la réalité, ce qui nous permet d'agir en fonction de ce qu'on a perçu et de prendre les bonnes décisions, on le fait avec 0,1% de la réalité, peut-être. Juste pour relativiser la notion de réalité. Alors, dans le chamanisme, il y a quelque chose de chouette aussi, il y a les états de conscience modifiés, qui justement vont juste nous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je perçois différemment, si ma conscience est un petit peu différente? Qu'est-ce qui se passe? Je rêve. Alors, je parlais de quelqu'un tout à l'heure. J'ai rêvé. Le rêve, c'en est un. L'hypnose, c'en est un autre. Le sommeil, c'en est un autre. Le petit moment entre le rêve et l'endormissement, le réveil, ce petit moment-là. Il y en a plein d'autres. Et puis, il y a des états altérés aussi, qu'on connaît bien dans notre société, avec l'alcool. Avec l'alcool, c'est altéré, je perçois moins bien. Avec les drogues, c'est altéré. Et puis ailleurs, quelquefois, c'est des états de conscience élargis, qui me permettent de percevoir un petit peu, soit la même chose plus large, soit à côté. Et ça tombe bien, le chaman, c'est justement un peu aussi spécialiste des états modifiés de conscience. Il a plein de techniques pour nous amener là-bas, que ce soit des techniques de danse, de transe, de tambour, de respiration, de plantes. Il y a plein de techniques qui nous permettent de faire ça. Après, le problème de toutes
c'est technique, c'est que quand on est là, il nous arrive des choses comme, par exemple, les visions. Manque de bol, quand on a des visions, alors peut-être déjà, les visions, c'est pareil, c'est un mot qui n'est pas bien lu chez nous, les visions. Qui parle, pardon? Directement, la psychiatrie, il a des visions, parce que justement, on confond vision et hallucination, et c'est proche. Mais comment faire la différence? Alors moi, c'est ma petite définition à moi, une vision, déjà, elle peut être vérifiable. Quelquefois, c'est étonnant. Une vision, c'est vérifiable. Je vois quelque chose et le lendemain, je vais vérifier. Ah ouais, c'est comme ça. Je ne le savais pas. Je ne savais pas, je vérifie, c'est vrai. J'ai vu un tel, je téléphone le lendemain. Tu faisais ça? Ouais, je faisais ça. Comment tu le sais? Voilà. Déjà, si c'est vérifiable, c'est peut-être différent d'une hallucination. Et puis, si c'est pas vérifiable, parce que le truc, c'est pas vérifiable, la différence, c'est comment ça va modifier ma vie. Archie, par exemple, encore, c'est Lakota, il va faire une quête de vision parce qu'il vit dans une réserve, son peuple est malheureux et il vit dans la misère. Il dit, comment je peux... Il monte sur la montagne pour pleurer, implorer pour avoir une vision. Comment je peux aider mon peuple à s'en sortir? C'est trop dur. Et il manque de bol, il a une réponse qui lui dit, tu viens en Europe, tu vas à la racine d'où viennent les Blancs, là, ceux qui maltraitent ton peuple, tu vas à la racine et tu leur donnes tous nos rites sacrés. Galère, quoi, comme on fait pas le tout devant des visions, après il faut suivre ce que ça te dit, quoi. Et est-ce que vérifiable, pas vérifiable, là c'est pas grave. Il l'a eu, il l'a fait. Du coup, plein de gens qui sont ici, qui maintenant font des huttes en France, ont un rapport plus ou moins direct avec lui. Et puis moi je suis pas pareil, c'est sûrement grâce à lui, Chantal, Jean-Claude qui sont là. Et d'autres. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas seulement de... C'est une démarche, c'est une voie. Ça veut dire que si je vais vers là, il faut m'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. Moi, dans les gens qui viennent à mes ateliers, à mes stages, surtout les ateliers, je fais des petits ateliers à Lyon une fois par semaine, je leur dis, vous venez 3 fois. Si au bout de 3 fois ça n'a pas changé votre vie, vous venez plus. Parce que sinon, il vaut mieux aller au cinéma, c'est beaucoup plus plaisant le cinéma que ce que je propose. Parce que des fois c'est fatigant, des fois c'est... Alors si au final, au bout de 3 fois, tu te sens un peu mieux dans quelque chose dans ta vie, dans ton boulot, dans ta relation, je ne sais pas qui, ça vaut le coup de continuer. Sinon, je viens plus, quoi. Je suis bien content. Donc il y a cette idée-là, à nouveau pragmatique. Elle dit quelque chose comme c'est le temps que tu as passé pour ta rose, ce qui fait ta rose si important. Et ben voilà, quand on fait un acte sacré, quand on fait un geste sur scène, on fait un geste magique, sacré, des gens comme Jodorowsky vont parler d'actes psychomagiques, j'y mets une attention particulière, j'y mets tout mon cœur. Voilà ce qu'on dit dans notre société, j'y mets tout mon cœur. Et ça a une force incroyable, ça, j'y mets tout mon cœur. Quand je parle à quelqu'un, tout mon cœur, quand je donne quand j'aide quelqu'un, ça a une force incroyable. Magique, sacré. C'est des mots qui sont utilisés ailleurs, qu'on a du mal à utiliser chez nous. Voilà, c'est pas grave. Et cette porte du sacré, elle amène aussi à quelque chose qui nous dépasse. Qui nous redonne notre place de petit humain. Castaneda, lui, il fait une petite différence entre tonal, nagual. Pour aller vite, le tonal, ça va être le monde dans lequel je vis, dans lequel on vit, nous, la plupart du temps, toute la journée. La plupart de la population vit toute la journée dans cette chose-là, le tonal, le connaissable, le connu, le rationnel, le nouveau. Et puis, qu'il faut nettoyer. Alors, le chamanisme va nous donner des outils pour ça, qu'il faut purifier. Ça existe chez nous, la psychanalyse, je fais de la psychanalyse, je fais du yoga, tout ça. J'entretiens mon corps, je travaille la psyché, je fais tout ça. Puis à côté, il y a une deuxième chose qui est le nagual. Ce que j'aime bien chez Castaneda, c'est l'image qu'il utilise. Il dit nettoyer l'île du tonal avant d'accéder à l'océan du nagual. Il y a cette différence de taille. La petite île du tonal avec l'océan infini du nagual. Ce qui nous ramène à une place un peu plus humble. Et il y a ces expériences. Il y a cette expérience par croyance, expérience. Dans certains états où il fait conscience, où d'un seul coup, il se passe quelque chose. Et là, je le relie. On peut le relier aussi avec la mort. C'est aussi des questions qui sont très présentes en chamanisme. Je le relie aussi à des gens qui ont vécu, alors comment on appelle ça? NDE, New Death Experience, les gens qui ont vécu des expériences très proches de la mort, qui n'en reviennent pas forcément pareil. Ouais, qui n'en reviennent pas forcément pareil. Il y avait la vie, je courais partout, je suis en train de mourir. Et d'un seul coup, j'ai vécu ce truc-là. Alors, sous NDE, en chamanisme, il y a beaucoup de choses avec la mort, qui sont des choses symboliques, au même sens que j'ai dit tout à l'heure. Oui, je sais que c'est un symbole, c'est comme un placebo, c'est une psyché. Ok, pas seulement, peut-être pas seulement. Et quand je vis une mort symbolique, une initiation, un rite de passage, une mort à quelque chose, comment j'en reviens? Quand je vais très loin dans un état de conscience. Nous, on a des choses qui existent comme ça dans notre culture. Il y a les saints qui ont des extases mystiques. Voilà, quel bel état de conscience que l'extase mystique. Comment ils en reviennent aussi?
quel rapport ils ont aux autres. Je vous ai parlé tout à l'heure des chamans, quel rapport ils ont aux autres humains. Quand c'est Sainte Thérèse d'Avila ou François d'Assise, ou je ne sais pas lequel, qui revient avec ça. Ben, il y a des autres petits bonhommes, eux, ça leur tombe dessus, je ne sais pas comment. Mais en plus, voilà, il y a des techniques qui permettent d'aller explorer ces choses-là. Non, non, rien, pas pareil. Voilà quelques mots sur le chamanisme. Et puis pour terminer, ben voilà, j'ai parlé de 3 choses différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de rencontrer les 3. Je suis un occidental, citadin. Je vois qu'il y a des choses compliquées dans les passages dans notre société. Pour les miens, pour les enfants, pour les ados, pour plein de passages dans la vie, la retraite, le changement de boulot, la vie de famille, les déménagements, plein de passages qu'on ne sait pas trop gérer. Et puis il y a des outils du chamanisme. Alors la rencontre des 3, moi, elle m'intéresse sur 3 choses. J'ai parlé tout à l'heure de la force d'un rituel. En même temps, il y a le danger d'un rituel. Il y a le danger, le gros danger d'un rituel, c'est qu'il soit sclérose, c'est qu'il soit mortel, c'est qu'il soit... Même des rituels, moi j'ai eu un jour un rituel en Lakota. Ah, c'est parce que je parle pas Lakota, mais moi je m'y ennuyais autant que dans une messe en latin, parce que je n'avais pas accès. Et il y en a pour qui une messe en latin, ça veut sûrement dire plein de choses, et c'est vivant pour eux. Mais il y a plein de rituels chez nous qui sont morts. Et dans le chamanisme, il peut y avoir le même risque. Et dès qu'on fait dans un rituel, il peut y avoir ce risque, qu'il soit plus vivant. Donc pour qu'il soit vivant, moi, ce que j'aime bien, c'est l'adapter avec ce que je suis, l'inventer, le rendre vivant avec ce que je suis, avec les personnes, qu'il y ait de la spontanéité, qu'il soit vivant parce qu'on le corrige tout le temps. On prend une base parce que ça marche, ça a marché depuis un moment tout. Mais moi je suis un peu différent. Alors moi je fais comme ça. Quand moi j'anime des huttes, je ne les fais pas comme Jean-Claude, je ne les fais pas comme Archie. Je les fais du mieux que je peux de ce que j'ai appris d'eux. Et en même temps, ben, je les fais avec ce que je suis moi. On est sûr de mettre à nouveau tout mon cœur, sacré, tout ça. Donc fais attention à ça. Puis la deuxième chose, c'est, je l'ai évoqué, ce lieu de la liminalité, qui est un endroit dangereux. J'ai été éducateur pendant longtemps, les ados, ils sont là-dedans, ils sont dans ce lieu liminal, et ils morphent, c'est dur, quoi. C'est dur, en plus ça dure longtemps, et c'est dur. Et ils morphent parce qu'en plus ils vont chercher des expériences extrêmes, et en plus ils vont peut-être boire de l'alcool, se droguer. Mais même pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est dans une crise, il a une période de dépression qui est dure, quoi. Une séparation, un deuil à faire, tout ça c'est aussi des passages qui sont super durs. Et comment être accompagné? Eh bien, parmi d'autres, le chaman est un spécialiste de la liminalité. C'est là qu'il vit. Il vit entre deux, il vit entre ces deux mondes. Il vit entre ce monde physique et le monde invisible. Il vit entre ce monde de notre société, mais il est peut-être aussi un peu à l'écart du village. C'est un peu, dans le village on en rigole, ou en ville on en rigole de ce bonhomme qui est un peu bizarre. On en rigolait avant, on en rigole encore maintenant. Il est entre notre société et pas notre société. Il est dans des états de conscience. Voilà. C'est un peu ce spécialiste des états mineurs. Et comme on prend un maître nageur pour apprendre à nager, un maître d'école pour apprendre à compter, eh ben, il y a un petit bonhomme, maître, c'est compliqué comme mot chez nous. Dans les arts martiaux, ça marche bien, on l'appelle le sensei, c'est respecté, ça veut dire maître, ça passe bien. Chez nous, maître, ça fait gourou, on n'aime pas. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de ça, il sait bien faire ça. J'en connais un qui dit, je suis un bon thérapeute, moi. Je suis un vrai connard dans la vie, mais je suis un bon thérapeute. Il sait faire ça. Ben, le chaman, il sait faire ça. Il sait accompagner les gens là-dedans. Il sait lui-même y aller, il l'a parcouru, c'est qu'un indique d'autres montagnes, il connaît bien le Mont Blanc, il a été 50 fois, il connaît le chemin, on a moins de chances de se casser la gueule que si on y va tout seul. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, les rites de passage, avec les chamans pour les occidentaux. Et puis, j'évoquais tout à l'heure le nagual, le tonal, avec cette idée qu'il y a les deux travaux à faire. Moi, j'ai vu des personnes qui sont venues me voir, complètement mais déconnectés de la réalité, qui rêvent complètement, illuminés, éthérés, et qui veulent faire du chamanisme. Bien, on va... Alors, moi, bon, il y a toutes les entités qui veulent me parler et tout, puis le plan complet, elle n'a rien compris dans sa vie, tout va mal, tout, mais... Et il me dit, bon, alors est-ce que vous voulez me donner une plante? Je dis, et j'ai la dernière personne qui m'a proposé ça, je lui ai dit, moi je vous propose d'aller faire du jardinage, de la poterie, des choses comme ça, bien dans la terre, quoi, dans la matière, quoi. Et donc il y a ces deux côtés. Il y a le côté pragmatique, terrien, ancré, et avec des outils de la psychologie moderne, parce que apprendre aussi, les chamans, ils chopent tout ce qu'ils traînent partout. Apprendre aussi tous ces outils, et puis pour nettoyer la réalité physique. Et puis si je suis pas bien dans mon corps, tout, tiens, change déjà ton alimentation, et puis fais un peu de sport, après tu viendras me revoir, quoi. Mais change déjà tout ça pendant ta vie. Et puis une fois que cette chose-là est faite, il y a accès à l'autre.
Le chamanisme, il sait faire les deux, il fait le lien entre les deux. Il peut donner un coup de main, il y a des outils pour nettoyer le tonal pour la vie concrète, courante de tous les jours. Et après, ou en même temps, il y a aussi des outils pour aller un petit peu plus loin, voir ce qui se passe de l'autre côté. Et notamment, pardon? Il n'y a pas d'autre côté. Voilà, il n'y a pas d'autre côté. Il faut que je trouve l'autre. Et puis, les états modifiés de conscience aussi, voilà comment on y va, le côté qui va être là. Je suis bien d'accord avec vous. Dans ce qui n'est pas perceptible comme ça tous les jours. Dans ce que notre conscience ne voit pas, notre conscience habituelle. Voilà, notre conscience limitée, quelquefois, n'a pas accès à ça, alors qu'effectivement, c'est toujours là, il n'y a pas à aller chercher ailleurs. On est d'accord. Et donc, comment on le perçoit? C'est justement dans ces états modifiés de conscience, coup de bol, le chaman aussi, c'est ce qu'il sait faire. Là, je vous donne juste une petite citation de Corinne Sombrin. J'aime bien parce qu'elle est aussi très occidentale. Elle est à Paris, elle est initiée à la fois en Amazonie, à la fois en Mongolie. Et quand elle parle de ces états, cet état de conscience modifié, elle dit qu'en déconnectant de mes automatismes inhibiteurs, de mes peurs, de mes angoisses, il me permet de prendre du recul par rapport à mon « je ». Les états modifiés de conscience seraient un espace idéal dans lequel pourrait se réaliser, grâce à cet élargissement de la compréhension de soi, un véritable changement de la psyché. Et donc, au final, pourquoi moi je trouve intéressant qu'il y ait ce lien entre ces... Pour nous autres occidentaux, d'utiliser des rites de passage, et pourquoi dans ces rites de passage utiliser le chamanisme? Parce qu'au final, le rite de passage va permettre normalement de trouver sa place. Voilà. Comme Héphaïstos, la place n'est pas à l'aise avec les dieux, il est à l'aise dans sa forge. Et ça, il sait faire. Et pour trouver sa place, dans une société traditionnelle, c'est facile, on fait le rite et on accueille la société. Maintenant, ça peut nous servir à nous aussi pour trouver un boulot. Maintenant, moi j'ai envie d'élargir cette question par rapport à notre société, c'est trouver notre place dans notre société. Ouais, peut-être, mais je crois aussi que la force du chamanisme, d'utiliser les outils chamaniques, c'est que ça nous permet non seulement de trouver notre place dans notre société, mais de trouver notre place dans la vie, au sens beaucoup plus large. Parce qu'en plus, on est dans une société un peu compliquée en ce moment qui peut-être marche bizarrement sur la tête. Je comprends pas trop ce qui se passe à la bourse, tout ça en ce moment, c'est un peu bizarre. Et ça me fait penser au titre d'un film qui s'appelle Koyaanisqatsi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film qui est le premier film, peut-être le seul, en tout cas le premier, peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis, qui a été classé au patrimoine mondial de l'humanité, un film, pas un monument, un film. Et Koyaanisqatsi, le titre, c'est de l'indien au pi, ça veut dire, la traduction c'est la vie folle, vie tumultueuse, vie se désagrégeant, vie déséquilibrée, mode de vie non viable devant être remis en question, l'avancée de la technologie sur la nature. Et peut-être que ça nous parle de notre époque. Et utiliser des rites de passage en ajoutant le chamanisme, peut-être que ça va nous permettre non seulement de trouver une place dans la société, ok, mais surtout de trouver une place dans la vie, dans la nature, dans quelque chose d'un peu plus large, trouver un sens. C'est ce qui m'intéresse. Voilà ce que je voulais vous dire avant d'écouter vos questions, de partager avec vous vos commentaires. S'il y en a. Alors, sinon, comme toute parenthèse, cette conférence, ce solo, pour moi, il arrive à un moment parce que je propose aussi un stage juste pour les hommes. Dans les ateliers, j'ai pratiquement des femmes qui viennent, alors j'ai eu la bonne idée de faire quelque chose que pour les hommes. Comme ça, je suis sûr qu'il y a un peu moins de monde encore. Mais que pour les hommes, parce que j'ai travaillé beaucoup avec les adolescents, parce que je suis un homme, parce que je sais un peu quoi faire avec les hommes, mais je ne saurais pas faire avec les femmes. Et ça m'intéresse de faire quelque chose pour les hommes qui ont un passage à faire, soit à l'adolescence, aussi parce que j'ai mes garçons qui arrivent à ce passage-là. Donc, soit à l'adolescence, mais un autre passage. Le passage à la retraite, le passage au changement de boulot, le passage à quelque chose qui change dans la vie de couple, tout ça. Voilà. Ah, chef, j'avais préparé des questions. C'est bien. La roue de médecine. La roue de médecine, je parle devant des gens qui connaissent ça mieux que moi, c'est compliqué. La roue de médecine, c'est une façon déjà de concevoir la vie, non pas de façon linéaire, le temps et la vie, non pas de façon linéaire, d'un début à la fin, mais comme quelque chose de cyclique, comme quelque chose
même si on appelle ça une roue, l'image un peu plus juste, ça serait plutôt une spirale. Et c'est cette idée, si je reste chez les Lakota, de dire, allez, aujourd'hui, 4 directions, à l'est le masculin, au sud l'enfance, à l'ouest le féminin, et puis au nord la sagesse des ancêtres. Avec cette idée que c'est quelque chose que je vais parcourir. Moi aujourd'hui, en tant qu'homme, je vais parcourir parce que je suis dans mon masculin, c'est bien, parce que ça me permet d'être dans l'action, de mettre en place des choses, tout ça. Mais si je veux progresser, peut-être que je veux devenir un homme de pouvoir, avec ce risque que si je veux y aller, alors homme de pouvoir, homme de sagesse. Homme de pouvoir, c'est mal vu. Homme de sagesse qui honore. Alors c'est tout vite fait, je suis un homme, je suis à l'est, je veux aller au nord, c'est tout vite fait. J'ai qu'un quart de tour à faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sauf que manque de bol, un médecine me dit, ah, ça c'est le piège. Tu crois que c'est tout près, tu crois que c'est tout près, et là tu deviens un homme de pouvoir, mais au sens où on utilise chez nous. Tu deviens un homme qui utilise son pouvoir pour montrer aux autres et pour pouvoir dominer les autres et pour pouvoir... Voilà. Mais la roue médecine, elle nous propose le chemin inverse. Elle nous dit, c'est bien, tu as connecté ton masculin, tu es un homme, tu es dans l'action, tu es fort, tu as 20 ans, tu es fort, tout ça, ok, super. Maintenant, n'oublie pas de passer par le sud, de reconnecter ton enfant intérieur, ta joie intérieure, la capacité d'apprécier l'abondance de ce qui nous est donné, tout ça, c'est l'enfant. Et puis, une fois que tu as tout ça, n'oublie pas aussi quand même d'aller à l'ouest, faire tout ce travail d'introspection dans le féminin, dans le sensible, n'oublie pas tout ça. Et si tu fais tout ça correctement, là tu arriveras peut-être au nord en ayant fait tout le tour, et non pas en y allant directement du masculin au nord. Et c'est ça ce cercle de vie. En sachant que c'est un chemin infini. Dès que je l'ai parcouru une fois, je dis, oh mais là ça fait un moment que je fais l'introspection, peut-être pas que j'oublie d'aller un petit peu dans l'action. Et de jouer. Et à nouveau, ça c'est plutôt le chemin pour les hommes. Pour les femmes c'est différent, elles sont déjà à l'ouest, alors elles ont vraiment qu'un tout petit bout de chemin à faire. Sauf que ce petit bout de chemin, si elles n'ont pas été chopées l'énergie masculine, elles vont être dans l'introspection. L'Est, c'est l'immersion. Non. L'Est, c'est voir les événements à loin, à longue distance. Voir les événements encore. En loin, à loin. Voir les événements loin. Est-ce qu'il y a un rapport avec voir les événements loin? Je ne sais pas s'il y a ce rapport-là dans le cercle de vie. C'est quelque chose qui est général, qui est dans le chamanisme, avec simplement dans ce rapport qu'on a à la nature, qui est vivant. Forcément, on a une écologie, donc forcément, on voit loin les décisions qui sont prises. Normalement, elles sont prises en mesurant les conséquences jusqu'à la 7e génération, et non pas jusqu'aux prochaines élections. C'est cette vision de dire, je ne vis pas dans le même monde. Les actes que je fais, je sais qu'ils ont des conséquences, et je me pose la question comme ça. Donc c'est peut-être ça, l'idée de voir loin. Le Nord serait relié à la sagesse dans cette tradition-là, mais et moi, je ne m'attache pas trop à ce symbole-là. Je prends parce que quand on fait une hutte, forcément, on met un drapeau quelque part et on dit aujourd'hui, on dit le Nord, c'est la sagesse. Et si je me trompe, c'est pas grave, parce que simplement, c'est quand moi je passe devant le Nord, je me relie à cette énergie-là. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je pense à mes ancêtres. Je dis ça en regardant mon père, en pensant à mon grand-père. Voilà, je me relie à ça. Je me relie à ma grand-mère qui est décédée il n'y a pas longtemps, quand je joue du tambour. Après que ce soit au nord, que je prenne mon tambour, que ça, c'est pas grave. Je me relie. C'est un support. Parce que je suis tellement maladroit que je suis obligé de prendre encore des supports, des penses bêtes. J'en ai pas besoin. Ils n'ont de pouvoir magique que ce que je leur donne. Le jour où j'en aurai pas besoin, dans toutes ces traditions, c'est incroyable ce qu'ils donnent. Ce qu'ils donnent, ça m'a été donné. Chantal, il y a plein de choses qui m'ont été données comme ça, qui sont des objets magiques. Et pour eux, c'est encore plus sacré que nous, mais c'est justement parce qu'il est sacré que je le donne. Je n'accroche pas d'importance. Puis si je le perds, c'est parce que j'en ai plus besoin. Donc à un moment, je donne ce pouvoir à un objet, je lui donne ce pouvoir de moi me rappeler, de moi me reconnecter. Parce que je suis tellement dispersé que... Et en même temps, il charge, en même temps, c'est compliqué ce rapport au symbolique que nous, on ne sait plus trop gérer. En même temps, il agit. En même temps, il est chargé de cette énergie-là. En même temps, ce caillou, il a cette force. Parce que je l'ai mis, parce que la personne... Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, on peut le faire de façon informelle comme ça, parce que des fois, c'est compliqué de poser des questions. Est-ce qu'on peut mettre en place soi-même des rites de passage? Oui. Moi, j'ai envie. Du moment qu'on le fait en conscience, déjà, c'est quelque chose. Si on dit, à un déménagement, moi récemment, je l'ai fait. J'ai quitté une maison.
Voilà, juste et la voir. Et ce qu'il y a de bien quand on les met soi-même en place, c'est qu'ils vont nous parler, parce qu'on y mettra les images qu'on veut, parce qu'on y mettra... Si on va demander à quelqu'un d'autre qui vient d'une autre culture, mais on ne va pas forcément comprendre. Donc, oui, on y met. En même temps, bah, voilà, la première fois, on ne saura peut-être pas trop comment faire. Il y a des gens qui sauront mieux faire. Tout. Mais moi, j'y crois beaucoup à ceux qu'on met, parce qu'ils seront adaptés. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que dans les états de conscience, induits par les plantes, par le tambour, par plein d'autres choses comme ça, ce qui est étonnant, c'est que cette chose-là va aussi puiser dans notre inconscient à nous. Il y a quelque chose à la fois qui me concerne moi, j'ai des images qui vont venir qui ne parleront qu'à moi, et puis à la fois, il y a des choses très universelles, si on creuse plus profond, donc qui vont aller un peu plus loin, inconscient individuel, inconscient collectif, puis peut-être même un peu plus loin que ce qui... Mais je m'éloigne peut-être de la question. Mettre en place nous-mêmes nos rythmes, moi j'y crois, c'est une qualité de cœur, c'est une qualité d'attention. Après, il peut être plus ou moins maladroit, mais le chamanisme, c'est pour moi aussi quelque chose de très empirique. J'essaie, ça marche, je reproduis, ça marche pas, je fais autre chose. Comme toute science. Il y a des ingrédients de base, il y a des choses Ouais. incontournables. Les trois étapes incontournables, les trois étapes de bien faire le deuil, la séparation avec ce qu'il y avait avant, le moment liminal, et puis le moment d'intégration, de fêter le nouveau, d'être accueilli, mais reconnu comme cette nouvelle chose, cette nouvelle maison, ce nouvel emploi, cette nouvelle famille, cette nouvelle chose. Voilà les trois étapes-là. Après ce qu'on disait tout à l'heure, geste plus lent, cérémonial, en faire trop. Mais en faire trop, comme des ikebana, ils mettent de la beauté, ils mettent quelque chose, ils mettent tout mon cœur. Pardon ? De la poésie. Ils mettent de la poésie, ça marche bien, que ce ne soit pas que mental, ça marche super bien. C'est un autre langage. C'est un autre langage que le langage de la tête, qui marche aussi, mais qui est un petit peu restreint. La poésie, l'art, je n'ai pas parlé. Le rapport entre les chamans et l'art, les objets chamaniques. J'étais au musée d'Orsay, musée Quai Branly, il n'y a pas longtemps, et il y avait cette question, ce ne sont que des objets chamaniques, pas toujours dit comme tels, dont on va nous vanter l'aspect esthétique, dont on va nous vanter, on va nous dire que c'était fait en bois, telle matière, telle année, dans telle région. Il manque quelque chose, quoi. Et même si ce n'est pas un objet chamanique, c'est une cuillère, mais pourquoi ils l'ont sculpté? Parce qu'il n'y a pas de différence dans ces sociétés. L'intention que j'y mets, les 3 heures que j'ai passées à la sculpter et tout, ça représente quelque chose, cet objet. Le temps que j'y passe, le temps que j'y perds. J'adore perdre du temps dans ces choses-là. Le rapport n'est pas le même au temps. Quand on fait une hutte ou un rituel, on me demande combien de temps ça dure. La réponse traditionnelle, c'est le temps qu'il faut. Ça dure le temps qu'il faut. Alors oui, mais moi j'ai un train, oui, c'est compliqué, mais j'ai un train, ça dure le temps qu'il faut. Et comme de toute façon, le signe aussi qu'on est passé dans un état modifié de conscience, c'est oula, combien de temps ça a duré? Oulala, ça a passé vite. Ou au contraire, j'ai plus de notion du temps. Je suis dans autre chose. Je suis dans une autre perception du temps. Donc voilà, prendre son temps, respecter les 3 étapes. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Mettre de la poésie, mettre des choses qui ne sont pas que mentales, parce que sinon, tu peux faire toute une liste de choses, tout ça, et me laisser surprendre. Me laisser surprendre par ce qui arrive. J'ai prévu une direction, tout. Les ateliers que je prépare, moi, des fois, je vais mettre des choses qui sont plus simples du domaine de la danse, ou du yoga, ou d'autres techniques. Et là, je prépare bien. Quand c'est du chamanisme, je prépare aussi. Mais alors, par contre, ça part à chaque fois en mourir, ça devient autre chose. Et je laisse faire. Je laisse faire. Ce qui advient m'intéresse plus que ce que j'ai prévu. Puisque je vais chercher quelque chose qui me dépasse. Moi, j'y vais avec une attention en disant, je voudrais faire ça pour ça. Humilité aussi. Humilité. J'ai pas le pouvoir de guérir, j'ai pas le pouvoir de demander, j'ai le pouvoir de prier, j'ai le pouvoir d'y croire, de faire quand je fais une quête, de pleurer pour s'il te plaît, donne-moi, s'il te plaît qui, je m'en fous. Si je suis croyant, s'il te plaît qui, si je suis pas croyant, s'il te plaît, donne-moi. De savoir quelle est ma place de petit humain sur Terre, là. Quand je suis tout seul dans la forêt, la nuit ou sur une montagne, voilà. Je suis là devant l'immensité. Quand je fais un rituel, que les Lakota ont fait, que d'autres ont fait depuis 5000 ans, je dis, ok, Tetaku Yassine à tous les miens. Je remercie tous ceux qui ont existé avant, qui m'ont fait, qui m'ont transmis. Et je sens cette chaîne de petits bonhommes qui sont assis et qui regardent les étoiles. Voilà. Humilité, cœur, intention. Après, respecter quelques petites choses, mais... Est-ce qu'il peut y avoir des rites de passage spontanés? C'est-à-dire... Alors, c'est pas un rite. Il y a des passages qui se font spontanément. Oui. Qui ne sont pas forcément ritualisés. Mais pourtant, qui peuvent être dans le rituel.
qui peuvent être dans un qui rituel. peuvent être ritualisés. Qui peuvent être ritualisés, alors ils sont spontanés, ritualisés. Oui, moi j'ai fait cette expérience, c'est pour ça que Vous voulez nous en parler un tout petit peu, que je comprenne? Oh, c'est délicat, mais je peux C'est peut-être. délicat, c'est comme vous voulez. C'est délicat. Bon, Si, je vais vous en parler, c'est intéressant. Chic. Parce que vous avez parlé de changer de maison. ouais. Donc j'ai changé de maison. Et c'est une maison que j'attendais depuis plusieurs années. Parce que je suis tombée complètement amoureuse, appelée par cette maison. Et donc quand j'ai réussi à l'obtenir, cette maison, je ne me suis pas sentie bien du tout. Et une nuit, j'ai été réveillée et poussée à faire quelque chose autour de cette maison, de cette propriété. Donc ça ne m'appartenait pas. Hein, j'ai fait ça spontanément. Et quand je suis rentrée dans cette maison, après, quand je suis rentrée, j'ai dit à mon époux, enfin cette maison nous appartient. Ok. Voilà. Donc, Et c'était tout spontané. à fait spontané. D'accord, tout à fait. Et qui m'avait inspirée. Donc c'est ma question. Ouais, bah, pour moi, là, on est complètement... Parce que même si on le prépare, c'est cette liberté. J'ai rien je pouvais préparé, dire, là. Je prépare, je dis, ce soir, je fais quelque chose. Ce soir, je vais quand même sortir un peu de sauge parce que j'aime bien. Parce que... Mais après, ce qui se passe, justement, la seule chose qui m'intéresse, c'est là le danger d'avoir trop de techniques. La seule chose qui m'intéresse, c'est le moment où je vais pouvoir abandonner ça puis me laisser guider. Parce que je suis dans un état de réceptivité particulier, de sensibilité particulière. Et là, je vais pouvoir laisser venir les gestes. Je suis premier surpris de certains gestes qui viennent, de la voix qui change, de plein de choses comme ça. Donc ouais, très bon exemple. Et là, ça me paraît quelque chose qui est beaucoup moins risqué que quelque chose de trop écrit, répété. En même temps, voilà, il y a ce paradoxe, parce qu'il est répété, c'est qu'il marche. Il peut perdre de son sens. Alors en même temps, l'adapter. Garder la spontanéité dans quelque chose d'écrit, il y a le même rapport avec la danse. Ce que j'ai fait, c'est écrit. C'est écrit, sauf qu'après, je l'oublie. Je fais exprès d'oublier pour me permettre autre chose. Mais je sais où je vais quand même. Et le geste est différent. Donc c'est la même chose pour moi dans le rythme. Si c'est un rythme qu'on m'a appris, je le prends tel quel parce qu'il a un sens. Et en même temps, il faut que je sois toujours neuf dedans, que je me laisse surprendre. Et si je l'invente complètement, s'il vient spontanément, ben c'est bien, c'est que j'ai cette ouverture en moi qui laisse ces choses venir. Alors qu'est-ce que ça veut dire le spontané? Est-ce que ça veut dire que c'est justement l'axe dans lequel on est? L'axe. Oui, un axe, ou une inspiration qui vient d'ailleurs, ou qui est soi-même aussi. Je n'aurai pas de réponse à cette question. Je me demandais si vous en aviez une. La connexion. On arrive tout de suite à des choses. Ah, C'est toute la question de est-ce que ça vient de moi? oui, Est-ce que c'est ça vient ça. de l'extérieur? Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des domaines comme la psychanalyse, la psychologie, qui sont des sciences merveilleuses, des chercheurs fantastiques depuis 100 ans travaillent. Mais à côté, il y a des gens qui depuis 10 000 ans travaillent aussi. Donc, après, il y a juste la question de savoir est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient pas de moi, mais avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Dès que j'ai vécu quelque chose, une expérience, d'un seul coup, pouf, j'oublie pendant quelques temps, je me dissous dans un grand tout beaucoup plus grand que moi, et que je reviens avec cette expérience. Est-ce que ça vient de moi? Tant que ça vient de moi. On ne pense pas que ça vient de soi, C'est dissous. Voilà, je comprends plus. Au bout d'un moment, je comprends plus la question. Oui. Mais ce que je vois, c'est que, à un moment, là, ce que je suis, ce que je pourrais être, ce qui agit, ce qui existe quand même, à un moment, il va prendre l'édition, il va faire des choses, il va y avoir des liens avec d'autres choses. Deux réponses un peu jouées. Bon, deux réponses aussi, parce que même si je me permets de faire une conférence, je pense vraiment pas avoir une quelconque vérité plus importante que la vôtre à partager. Juste quelques outils, voilà. Ce qui m'intéresse, moi, à chaque fois, c'est plus la pratique que la conférence. Ça veut dire, dans une pratique, je peux proposer l'expérience à quelqu'un. Et cette expérience, il le vit avec ce qu'il est. Il en tire les bénéfices, les conséquences dans sa vie, qui il est. Mais je ne vais pas lui dire comment il doit l'interpréter, ce qu'il doit en tirer. Donc là, c'est pour ça que je ne donne pas ma vérité, et que le schémanisme m'a aussi permis cette chose-là, de faire le de comprendre, d'expliquer. Parce que de toute façon, je suis devant des choses qui me dépassent tellement. Hors du rationnel, bien sûr. Ouais. Juste, j'ai accepté ma place et que je m'y sens bien aussi, cette petite place.
Dernière, comme ça, avant qu'on fasse ça de façon informelle au bar. Il y a le bar. Non, je ne pas. Si je pratique la méditation, la respiration, est-ce que je peux le faire seul? Est-ce qu'il y a un danger si je vais trop loin? Danger, je sais pas. Si vous êtes quelqu'un d'équilibré, c'est pas des techniques qui me paraissent trop dangereuses. Quelqu'un qui perd tout contact avec la réalité, qui s'enferme dans sa chambre et qui a plus envie de voir personne, et qui ira un peu plus loin en méditation. Est-ce que c'est mieux ou moins bien, je ne sais pas. Peut-être qu'il se coupera de sa famille, de ses amis. Mais sinon, en même temps, pourquoi pratiquer seul? Il y a aussi quelqu'un qui peut nous montrer un moment. On peut aussi faire à plusieurs dans un atelier où il n'y a pas forcément un guide. Mais pourquoi pas travailler seul? Moi, de toute façon, à un moment dans ces choses-là, moi, par exemple, il y a eu une initiation avec une plante qui était très chouette. J'avais été avec une amie. Puis elle avait vraiment peur. Elle était malade, mais je me sentais bien avec, j'avais confiance, donc j'avais un peu moins peur qu'elle. Et moi, je me dis, tu te mets à côté de moi, tu te mets à côté de moi, je me mets à côté d'elle pour l'initiation. Et puis, manque de bol, comme on était répartis, on était tous serrés dans un coin, il n'y avait personne dans l'autre. Donc le chaman me dit, mets-toi à côté. Et je fais signe, je dis, non. Et là, il m'éclate de rire. Parce que tu crois que tu vas faire le voyage avec elle? Puis j'y étais, puis c'est évident que 3 minutes après, je ne savais même plus qu'elle existait, ni moi d'ailleurs. Mais... Donc forcément, à un moment, on est seul. Après, ça veut dire, est-ce qu'on se met dans la même salle que quelqu'un? Des fois, ça aide. Des fois, ça aide. Pratiquer à plusieurs, ça aide. Ça aide sur la régularité. Ah oui, c'est mon groupe, on y va tous les jours, tous les lundis à 20h, on y va. Si je suis tout seul, je regarde la télé. Donc, ça aide pour ça. Ça aide parce qu'il y a une énergie de groupe aussi qui crée quelque chose. Ça aide s'il y a quelqu'un qui en a fait un peu plus ou qui dit, ah, j'ai une nouvelle technique, venez, on va essayer, elle a l'air mieux. Moi, pour moi, elle est plus facile. C'est tout. Mais ça me paraît pas beaucoup dangereux de faire son aide. J'en sais rien. Faut essayer. Vous le faites déjà? Mais en tout cas, il faut le faire. Voilà. Plutôt, ma réponse, c'est plutôt ça. Seul, plusieurs, un groupe, un maître, dans le sens, quelqu'un qui en a fait un petit peu avant, qui a quelque chose à partager aux autres. Et ben, c'est pas important, mais l'important, c'est de le faire. Le lire dans les bouquins, en parler. C'est comme de parler de lire tous les bouquins sur la piscine, la natation, j'ai tout compris, il a une muscle qui travaille dans le crawl. Bien, on va nager, c'est autre chose. C'est autre chose. On arrête là, puis comme ça, ceux qui veulent partir pourront partir, parce que les autres peut-être pas. Ceux qui veulent revenir, puis là, discuter de façon informelle. Est-ce que vous aviez un maître pour vous initier à tout ça? Ah, plein, merci de me poser la question. Alors, Chantal qui est là-bas au fond, qui se cache, elle travaille avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Sujet, qui travaille. Alors voilà, il y en a qui sont tout prêts. Il fait des stages à la petite Raon, près de Raon-l'État, près de Saint-Dié. Là. Voilà. Il fait des stages là, discrètement. Il fait des trucs assez incroyables. Et il a transformé beaucoup de choses dans ma vie. C'est quelqu'un qui, depuis 15-20 ans, je vais voir dès que je peux, pas souvent, dès que je suis à Lyon, que je vais voir demain. Comment il s'appelle, vous dites? Jean-Claude Sujet, la voix du renard. Qui fait des choses tout près d'ici. Voilà. Oui, Des élucidations, des stages, il y a un site internet si vous voulez aller voir. Et lui, je continue à le voir dès que je peux, pas souvent. Et puis après, plein d'autres, des Français, des pas Français, dès qu'ils s'appellent chaman, dès qu'ils s'appellent pas chaman. Jean-Claude, par exemple, il rigole quand on dit chaman. Ça ne veut rien dire, c'est un mot. Il y en a plein d'autres qui refusent ce mot. Le chaman du Gabon, Malamidi, il dit non, moi je suis un ganga. Un chaman, ça n'existe pas chez lui, on dit des gangas. Et puis d'autres, les courantes des Roses, du Brésil et au Mexique, je ne sais plus comment ils s'appellent. Sujet, comme le sujet. Donc après, j'en ai rencontré plein, et ce qui me donne à la fois, c'est ce que je trouve intéressant, mais aussi très comme ça, et tous les... Maintenant, il y a cette chose bizarre aussi, que les chamans, ils vivaient un petit peu cachés dans leur coin, ils disaient c'est des gens à la sortie du village, là, un peu... il y a quelque chose qui se passe de bizarre, c'est qu'ils commencent à se rassembler.
à se parler, à se connaître, à organiser des rassemblements, à organiser en Amérique du Sud, à un moment, il y a le conseil des grands-mères, voilà, le conseil des grands-mères, une sorte de conseil des sages. Du coup, sur le modèle, il y a un conseil, un cercle de sagesse qui s'est constitué en France avec 17 chamans français. dont Jean-Claude, qui est beaucoup trop humble pour ça, ne peut pas en faire partie, mais voilà. Et juste pour dire, ben, il y en a qui se cachent plus trop, donc on peut en trouver partout, avec l'étiquette chaman ou pas. Est-ce que ceux qui sont labellisés chaman sont meilleurs? J'en sais rien. Moi, dans ce groupe-là, il y en a 2-3 que j'aimais pas trop, avec lesquels j'avais des a priori. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que, en les voyant un petit peu travailler justement dans ce genre de réunion aussi, bon, il y a ceux que j'aimais bien, il y a ceux que j'aime bien qui m'apportent beaucoup, puis ceux que j'aime pas, ben, j'ai pu voir 2 choses. J'ai pu voir qu'ils étaient authentiques, qu'ils étaient sincères, déjà. C'est la première chose à repérer. Et puis la deuxième chose, qu'ils attiraient d'autres personnes, qui ne viennent pas mes trucs à moi, ou celui de Jean-Claude, ils attiraient d'autres personnes qui étaient attirées par ce qu'il était, par ce qu'il proposait, et qui faisaient aussi du bien à ces personnes. Donc voilà, il y en a plein. Mais qui s'appellent chaman ou autre. Là j'ai parlé de chamanisme, mais moi c'est pas important, c'est un mot. Je veux dire, j'ai eu plein d'autres maîtres qui n'avaient vraiment pas ce mot-là. Et puis ce Jean-Claude Suger, encore lui, dans sa dernière plaquette, il met une photo de lui en photo avec son dernier maître. Son dernier maître, c'est son petit-fils, c'est ça? Il a 5 ans. Voilà. Il dit Jean-Claude en photo avec son dernier maître. Son dernier maître, c'est un garçon de 5 ans. Donc, et puis on peut apprendre d'un mauvais maître, et puis on peut avoir un super bon maître et rien apprendre du tout. J'ai aussi un maître ici d'école, mais pas seulement. Il a semé des graines, donc j'espère pouvoir faire plein de choses après. Quoi. Voilà, parce qu'il n'apprenait pas que des choses qui sortaient un petit peu du livre d'histoire. Il y avait d'autres choses. De façon informelle. Merci.